On pourrait lui donner des écouteurs, monsieur. C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir madame. Vous savez, depuis très longtemps, Haïti a, comment dire, une grande richesse et d'une grande richesse intellectuelle. Malheureusement pour Haïti, un grand nombre de ces grands intellectuels travaillent à l'étranger, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, au Mexique, ailleurs. Très souvent, les grands chercheurs de ce pays finissent à l'étranger. Ce qui est remarquable dans le cas de Madame Castor, c'est qu'ayant un peu commencé à l'étranger, puisqu'elle a fait sa maîtrise et son doctorat au Mexique, et qu'elle s'est exilée pendant la dictature Duvalier, elle est ensuite rentrée en Haïti, elle est restée en Haïti, d'abord parce que le pays est passionnant, sans doute, deuxièmement parce que le pays est particulièrement attachant, et troisièmement, je pense aussi par un souci profond de solidarité avec ses concitoyens. Comme vous le savez, le CRDI, cette année, marque sa 40e année et nous avons voulu réunir à Ottawa comme conférenciers une dizaine de personnalités de marque avec des spécialisations très différentes, venant de coins du monde très différents. Et nous avons pensé du premier coup à Madame Castor. Nous avons eu l'honneur d'être associés un peu à son travail depuis un certain temps, mais comment dire, sa réputation, la portée de son travail dépasse de très loin les confins de ce qui a pu intéresser le CRDI dans ses travaux. Comme vous savez, elle est fondatrice d'une revue importante, la revue Rencontre, et elle joue un rôle clé dans le Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement, titre qu'il est difficile de se rappeler et qu'on connaît donc tous sous le nom de CRASFED. Elle a accepté de nous parler aujourd'hui des racines historiques d'une construction nationale difficile et d'une construction nationale difficile depuis 1804 en fait. Et donc l'histoire me tient beaucoup à cœur, moi. L'étude des pays ne peut pas se faire sans l'étude de leur histoire. Et donc, nous sommes ravis que Madame Castor ait choisi ce sujet aujourd'hui. Elle s'exprimera pour peut-être une demi-heure et ensuite, évidemment, elle sera très intéressée à connaître vos points de vue et à répondre à vos questions si vous en avez. Donc, sans perdre plus de temps, Suzy, le podium est à vous. Et merci encore de nous rejoindre. Merci David. Et encore une fois, félicitations au CRDI qui fête ses 80 années, ce qui est beaucoup dans la vie d'une institution. Et c'est pour moi un honneur d'avoir été invité et de prendre la parole dans cette occasion. Et alors, je dois dire qu'aujourd'hui, rencontrant David Maloney et quelques amis, j'ai été étonnée de voir, comme toujours, le grand intérêt qui est porté pour Haïti. Et un intérêt porté à un point que David Maloney m'a fait connaître et me l'a donné, d'ailleurs avec une très belle dédicace, son livre qu'il a publié. Et je crois que nous avons intérêt à le connaître. C'est une étude sur la situation haïtienne et justement, et sur tous les cas, justement, au Conseil de sécurité, de 1990 à 1997. Donc, je crois que c'est une page d'histoire. Comme je lui disais, que nous n'avons pas beaucoup d'écrits en Haïti. Et naturellement, chaque écrit nous apporte quelque chose. Et nous avons ici, dans cette salle, des ambassadeurs qui ont servi le pays. Et justement, à chaque fois que je viens au Canada, je suis toujours étonnée de voir la grande place qu'occupe Haïti.
L'été dernier, j'étais ici et les radios parlaient de façon répétée et comparaient l'attitude justement des Canadiens lors du tremblement de terre, leur réponse, et l'intérêt qui n'a pas été vraiment le même lors des grandes catastrophes en Afghanistan, maintenant, en juillet. Et ceci m'a vraiment interpellée. Naturellement, on pourrait dire que c'est la distance, on pourrait dire que la diaspora haïtienne s'était mobilisée, on pourrait dire aussi qu'il y a eu tellement de catastrophes naturelles durant 2010 que les gens se sont presque immunisés. Mais en fait, ceci m'a interpellée et je me suis interrogée justement parce que cette question-là pose des paradoxes, parce que c'est un pays très pauvre, que tout le monde sait, il est très pauvre, mais à la fois un pays qui éveille des échos d'admiration, quand même. Des échos d'admiration pour la force de sa culture. Un pays qui est rejeté, mais qui est à la fois très attirant pour beaucoup. Un pays très souvent condamné par des jugements quelquefois définitifs, mais aussi qui soulève beaucoup d'interrogations. Rarement, il faut le dire, Haïti reste indifférent. En effet, nous avons, enfin, dans ce parcours historique, tellement d'incompréhension, tellement d'espoir déçu, tellement de rêves avortés, que le désir de comprendre ce pays nous tenaille. Et les questions sont sans réponse. Des réponses sont alimentées par beaucoup de subjectivisme. C'est un pays considéré très souvent comme une exception. Or, les particularités, comme nous le savons, ne sont pas nécessairement une exception. En réalité, le phénomène haïtien charrie dans l'essentiel un phénomène de mutation historique qui, avec des traits semblables à d'autres processus déroulés dans d'autres temps, dans d'autres espaces, que nous retrouvons sur tout le continent. Il est vrai que dans le cas d'Haïti, la persistance et la durée de la crise aboutit à des contradictions plus aiguës et beaucoup des caractéristiques que nous retrouvons, dépendant du temps, se rencontrent mutatis mutandis dans beaucoup d'autres sociétés. Si bien Haïti fut précurseur de l'indépendance et dans le continent, elle fut aussi précurseur des dictatures qui s'imposèrent sur le cône sud durant la décade des 60. En réalité, toute tentative de compréhension de certains pays dans un moment difficile, sans les replacer dans une perspective historique, nous porte à parler d'États faillis, d'États non viables, d'États parias, sans futur possible. Poser les tendances et caractéristiques actuelles d'Haïti comme des faits isolés, sans les antécédents historiques, rend très difficile la compréhension des continuités et des ruptures dans lesquelles elles s'inscrivent. Il est nécessaire donc de se référer à quelques facteurs structurels qui ont conformé et qui affectent son évolution comme nation indépendante depuis 1804. Et pour répondre à la commande qui m'a été faite par le CRDI, j'essaierai de faire dans ce court laps de temps un survol de 3 siècles. Vous imaginez, pour nous permettre de situer les difficultés, les difficiles problèmes que confronte mon pays aujourd'hui. Quelquefois, on reproche beaucoup aux Haïtiens de toujours se référer à cette première page dans l'histoire universelle, à cette époque glorieuse. Mais en fait, c'est ça. Il y a une page victorieuse qui a obligé à avoir besoin
de projet national. Et Haïti, l'indépendance d'Haïti a été un événement qui, dans le temps, change et ouvre non seulement de nouvelles voies, mais change le cours de la vie d'un peuple, mais qui aussi transcende l'humanité. Et ceci, nous ne pouvons pas l'oublier. En effet, la révolution de Saint-Domingue, à la fin du XVIIIe siècle, fait sans aucun doute est un de ces événements incontournables qui marqua profondément la vie de 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Catalyseur du développement industriel dans de nombreuses métropoles, eh bien, la traite nourrissait aussi bien les États-Unis que l'Europe, le capitalisme naissant, et aussi l'Afrique était aussi entraînée dans tout ce processus. L'exploitation intensive de ce minuscule territoire de Saint-Domingue, considéré alors comme une frontière impériale, selon le mot de Juan Bosch, le transforma en une colonie florissante, comme nous le savons. Mais cette richesse et l'économie de plantation qui assurait l'accumulation intense du capital commercial et la prospérité de la bourgeoisie française reposait sur l'esclavage. Ceci, nous ne devons pas l'oublier, qui est l'une des exploitations les plus honteuses de l'histoire et, comme on le reconnaît maintenant, un crime contre l'humanité. Et à mesure que se produisait plus de richesses, eh bien, de cette mesure-là, l'exploitation devenait plus sauvage et plus intense. Il est bon de rappeler que dans la colonie, la vie des jeunes Africains qui y arrivaient était calculée à environ 7 ans à peine. Les techniques de contrôle, la terreur, la répression et la torture, en complément avec tout un échafaudage religieux, culturel et politique, maintenaient, expliquaient et justifiaient le système au nom de la civilisation chrétienne. Malgré les contradictions entre les principes de la Révolution inscrits dans la Révolution de 1789 et les droits de l'homme, la bourgeoisie révolutionnaire s'accommodait fort bien de cette situation. Et l'insurrection des esclaves initia, fait unique dans l'histoire universelle, la grande geste de la prise de liberté. Et durant 13 longues années, ce mouvement émancipateur très complexe se développa et donna lieu à une révolution anti-esclavagiste, anticoloniale, sociale et raciale, ce qui permit la proclamation de l'indépendance déjà en 1804, première république indépendante. Et ainsi, cette prouesse de l'abolition de l'esclavage, du fait, et la proclamation de l'indépendance met Haïti dans les mouvances des grandes mutations durant le 19e siècle qui va façonner l'histoire de toute la région caribéenne et latino-américaine. Mais, comme vous le savez, depuis toujours, les dominateurs réagissent en adoptant la politique de sanctionner et de contrecarrer à n'importe quel prix les projets révolutionnaires triomphants. D'autant plus que l'exemple était dangereux et se réalisait dans un univers esclavagiste, colonialiste et blanc. Ainsi que les intérêts lésés se coalisèrent en vue d'une reconquête qui devait permettre, et ceci c'est l'illusion de toujours, un retour au passé. Ainsi que, rapidement, vu le peu de temps que j'ai, il nous faut pouvoir expliquer dès le départ les difficultés de la nouvelle nation, où il y a beaucoup de facteurs que je citerai. Premièrement, la guerre, comme nous le savons tous, sans merci, la terre brûlée, employée par les esclaves, détruisit non seulement les plantations, mais les infrastructures qui avaient rendu possible la grande production manufacturière de Saint-Domingue. La fuite non seulement des capitaux
mais aussi des connaissances, de l'expérience administrative et technologique des colons. La fermeture des marchés comme grave conséquence d'un cordon sanitaire. Dans le langage moderne, on parle d'embargo. Eh bien, tout ceci constituait de très graves difficultés pour le nouvel État. En plus, le maintien d'une armée de plus de 50 000 hommes, imaginez-vous, 50 000 hommes, et la construction de tout un système de fortification nous montre comment le pays devait dépenser, devait orienter des ressources aussi bien matérielles qu'humaines, et non pas à la construction, mais pour sa défense, dans un univers difficile. Cependant, en 1814, l'accroissement observé dans la production permettait au gouvernement de subvenir à tout son service intérieur. Mais, bien plus que ces facteurs énoncés, la redevance d'une indemnité peu commune en 1825 mérite d'être placée en tout premier lieu dans cette considération. Comme prix de la reconnaissance de l'indépendance durement acquise, le gouvernement accepta de payer une dette de 150 millions de francs comme indemnité pour les colons expulsés de l'île. À l'époque, c'est la France, qui avait 26 millions d'habitants, avait un budget de 30 millions. Ainsi, Haïti serait fournisseur pendant 5 ans consécutifs de la totalité du budget français au prix d'énormes sacrifices. Ainsi que Haïti, avec cette dette, entrait dans la période des dettes de l'Amérique latine et clôturait la période d'indépendance intégrale, conditionnant formellement sa dépendance et le néocolonialisme. Le paiement de la dette va donner lieu à une grande décapitalisation et va constituer un frein à l'accumulation de capital, à l'apparition d'une bourgeoisie rurale et d'une classe d'entrepreneurs nationaux, et se convertissait en l'un des obstacles les plus évidents du point de vue de la politique publique de développement. Ainsi que dans ce contexte où il fallait à la fois affronter en même temps les tâches de défense, de la souveraineté, de développement et de l'intégration d'une nouvelle nation en gestation, le pouvoir militaro-oligarchique qui s'installa, comme d'ailleurs dans tous les autres pays de l'Amérique latine, reproduit la matrice de la domination coloniale. Les grands fonciers, mulâtres et noirs, et le secteur mercantile, principalement mulâtre, stabilisèrent un système de domination caractérisé par l'appropriation exclusive par l'élite du pouvoir politique et des ressources du pays. Ainsi que, dès le départ, se donna une opposition entre les dirigeants et les nouveaux libres, qui, eux, rêvaient de propriété et d'une nouvelle institutionnalité qui leur garantissait non seulement les consignes de liberté, égalité et fraternité, mais aussi leur accès à la citoyenneté. Ainsi que durant tous les 5 premières décades du XIXe siècle, les mouvements paysans, et quelquefois très importants, exercent une pression constante sur le pouvoir qui essaie donc de les dévier et de les contrôler, et quelquefois avec violence si nécessaire. Ainsi, tout au long du XIXe siècle, les limitations objectives au maintien de la plantation sucrière, rêve de la nouvelle classe dominante, favorisèrent l'extension de la culture du café qui se convertit en principal soutien de la structure économique. Près concomitant à cette grande plantation s'impose le modèle de la petite propriété, et c'est un fait peut-être unique en Amérique latine dans ce sens, qui par un chemin rebelle, têtu, se consolide. Et cette coexistence à la fois complémentaire et opposée trahissait des conceptions de société différentes entre la
production des denrées, c'est-à-dire pour l'exportation, la grande plantation, et les denrées et les vivres pour la consommation interne. Et avec la seconde révolution industrielle au milieu du 19e siècle et la montée de l'impérialisme, nous entrons dans une nouvelle étape. Les élans modernistes de cette époque se sont concrétisés en Haïti par la construction de chemins de fer, de ponts, d'édifices, de marchés, l'apparition de l'électricité, du cinéma, du téléphone, d'automobiles, ainsi que par les réformes du système d'éducation et de santé et l'extension de la demande des biens et des services. Je cite ceci parce que très souvent, même en Haïti, nous parlons du 19e siècle comme d'un siècle qui n'a rien donné, comme d'un siècle qui serait le Moyen-Âge, disons, correspondant à ça. Et pourtant, il y a eu une certaine construction, un certain développement au cours du 19e siècle. Et justement, il y a eu ceci, mais dans le cadre de limitations structurelles qui va rencontrer d'autres problèmes et dont les conséquences vont se faire sentir, que ce soit le morcellement des terres, dû à l'accroissement démographique, la baisse des exportations du café, la dépendance croissante du marché mondial, les freins au développement du capital national et les conséquences, et ça il ne nous faut pas l'oublier non plus, de la politique de la canonnière exercée par les grandes puissances au XIXe siècle, toujours présente. Et ainsi, il y a un État qui se développe au XIXe siècle et qui bientôt rencontre des freins pour justement le développement de la nation. C'est ainsi que, dès la fin du XIXe siècle, des voix critiques vont s'élever. Et nous remarquons que certains demandent l'industrialisation, de promotion de l'agriculture, et soulignent la nécessité d'une force politique capable d'assurer le progrès et l'intégration nationale et résoudre les problèmes qui puissent permettre un rééquilibre des forces sociales et le développement du pays. De là, une certaine polarisation des luttes pour la conquête du pouvoir au sein des deux secteurs de l'oligarchie, qui est alimentée par les menées des puissances étrangères. L'agitation de plus en plus forte des masses rurales exprime de certaines façons leur aspiration à la propriété et à la justice sociale. Autonomes ou manipulés, les troupes CACO grossissent les fils des politiciens qui veulent accéder au pouvoir. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, leur action cumulte par l'époque connue comme la dictature CACO. De là, l'intense lutte se donne dans les premières décades du XXe siècle. La République oligarchique, en définitive, constitue une entrave. Et justement, on peut alors se demander quelle serait l'issue de ces luttes. Est-ce que cette crise qu'il y a au sein de l'oligarchie, est-ce qu'il y a un secteur qui allait triompher pour pouvoir mettre à profit son projet de développement? Parce que les deux projets s'opposaient. But Le processus naturel fut tronqué. Parce que le 28 juillet 1915, les marines nord-américains, en occupant le pays, et, disons, apportèrent une solution à la crise d'hégémonie qui existait dans le pays. Et c'est ainsi que cette crise fut solutionnée et naturellement, ça n'a pas été un parcours naturel de l'évolution de l'histoire. Et comme disait Gaillard, les Blancs débarquent. Comme les autres pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe, ce fut la politique du Big Stick, la perte de l'indépendance et l'adaptation, comme partout ailleurs d'ailleurs, dans leur totalité des structures nationales. Avec les hauts prix du sucre sur le marché international, la politique impérialiste à ce moment voulut convertir le bassin de la Caraïbe en un immense champ de canne et les investissements directs s'orientèrent particulièrement à Cuba et en République dominicaine vers les enclaves agricoles de grande rentabilité. En Haïti, durant la première étape de l'occupation,
La guérilla de Charlemagne Péralte entrava l'installation nord-américaine. La pacification réalisée jusqu'en 1920 donna lieu à une violence exemplaire et, malgré le pouvoir de coercion qui appuyait les investisseurs, malgré l'octroi massif des concessions, la structure agraire, caractérisée par l'existence de petites propriétés, exigeait trop d'expulsions. Et le manque d'infrastructures, le faible développement des forces productives représentèrent de sérieuses difficultés à l'expansion et au développement de l'industrie sucrière en Haïti. C'est ainsi que la plantation qui restait en Haïti s'accoupla de préférence et dans une certaine mesure aux structures locales, et le capital préféra exploiter la main-d'œuvre haïtienne et en la faisant transporter sur les plantations de République dominicaine et de Cuba. Et un simple chiffre vous en dira davantage. En 1930, les investissements directs atteignèrent 1200 milliards à Cuba, environ 200 millions en République dominicaine et seulement 14 millions en Haïti. Donc, vous voyez bien la différence. Ainsi que les corporations d'Haïti, par l'occupation américaine, à l'économie capitaliste, restera assez réduite, avec une structure agraire inaltérée, une production agricole aussi, avec le café, et cette production agricole ne fut ni diversifiée, ni connut un changement substantiel d'exploitation. Et l'occupation n'arriva pas non plus à asseoir les bases d'un développement industriel, ni à impulser de façon significative le marché interne, ni à propulser la modernisation des structures. Cependant, elle imposa la modernisation institutionnelle. Grâce aux instruments de la démocratie représentative, avec des élections, avec les usages formels, et surtout grâce à la présence d'une nouvelle armée formée et qui constitua la colonne vertébrale du nouveau système et la force déterminante dans la politique. En outre, le fonctionnement d'un appareil administratif modernisé, la rénovation des cadres de la bureaucratie, l'élargissement de la classe moyenne et la réalisation de travaux d'urbanisme se convertirent pour l'élite haïtienne en justification de l'occupation. Même si la façade levée ne répondait pas aux impératifs du développement économique ou à une réelle démocratisation. Ainsi que cette constellation de l'oligarchie se convertit en une élite dominante dominée et à partir de l'occupation, cette oligarchie va consommer la marginalisation de la paysannerie et des masses urbaines et aussi l'expulsion des provinces de la scène politique par une centralisation excessive avec le début de la République de Port-au-Prince. En toile de fond, en définitive, l'occupation avait exacerbé les contradictions fondamentales de la structure socio-économique, les renforçant à d'autres dimensions. L'urbain-rural va se manifester, la centralisation de Port-au-Prince, la faiblesse des villes de province, et aussi l'antagonisme noir mulâtre, etc. Et fait nouveau, les ressentiments au sein de l'élite noire et d'une classe moyenne élargie par la modernisation de la bureaucratie, eh bien, cette couche va se sentir exclue et humiliée par le pouvoir mulâtre. Mais l'armée, avec l'évolution, l'armée était prête à prendre la relève. Et c'est ainsi qu'en 1934, le dernier Marine quitte Haïti. Et l'appareil créé par les Nord-Américains fonctionna si bien qu'après 10 ans de mandat, 30-41, Sténio Vincent transmet le pouvoir à Elie Lescaut dans un climat de tranquillité.
Il nous faut souligner cependant que la démocratie représentative s'accommodait très bien aussi avec l'absolutisme présidentiel, les démêlés avec le Parlement, des élections dominées par l'armée et même les sporadiques foulements aux pieds des libertés publiques. Avec la fin de la guerre, l'effondrement du fascisme et les luttes contre la dictature, le système de post-occupation doit affronter une première convulsion. C'est le mouvement de 1946. Ce mouvement de contenu démocratique, conduit par la partie radicale de la jeunesse universitaire, entraîna d'emblée le secteur urbain, particulièrement à Port-au-Prince et de quelques villes de province. Et les secteurs de la bourgeoisie noire réclamaient les libertés démocratiques, des réformes laborales et la légalisation des syndicats, la formation de partis politiques et surtout la promotion des couches noires. À de rares exceptions, parce qu'il y avait une partie radicale, mais le mouvement général ne remet pas en question le système de domination, mais réclame avec sa doctrine du noirisme son ampliation pour l'inclusion des couches noires dans l'appareil d'État. Ainsi, il va permettre à l'occupation d'élargir la base de sustentation du système et à la fois, il va le renforcer. Et il stimula l'émergence sur la scène politique d'un secteur de la petite bourgeoisie noire, antérieurement monopolisée par la bourgeoisie mulâtre. La stabilité économique permet de satisfaire les revendications populaires. C'était l'époque de l'apogée de la démocratie représentative avec l'appui d'une armée monopolitique. Et naturellement, durant cette époque-là, il y avait les bénéfices, disons, de l'après-guerre, l'aide financière très élevée, l'augmentation des investissements en Haïti qui relance l'économie, et il y a une grande euphorie au sein des couches dominantes. C'est l'époque des gouvernements démocratiques, ou dites démocratiques, de 1930 à 1956, à l'exception de la période de la guerre, et la modernisation se manifeste en Haïti dans beaucoup de domaines, que ce soit l'urbanisation de la capitale et de certaines villes de province, la construction des cités, ou les villes comme Belader sur la frontière, les œuvres d'infrastructure, etc. L'exposition internationale à cette époque qui fut un grand événement et pour le tricentenaire de la Fondation de Port-au-Prince. Et il y a une grande production d'œuvres littéraires, artistiques et aussi de grands débats se réalisent sur les problèmes nationaux. En Amérique latine, à cette époque aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est l'apogée du pouvoir militaire et c'est la période du macartisme. Et c'est au milieu de la décade de 50 que va prendre fin la guerre de Corée. Et une catastrophe naturelle qui est le cyclone Hazel, qui met fin justement au cycle conjoncturel de la prospérité. Et à ce moment, toutes les contradictions vont ressurgir. Et les vieux démons ne tardèrent pas à revivre, et les nouveaux conflits encouragèrent les ambitions de l'armée. En réalité, la conjoncture favorable avait permis le fonctionnement du système politique modernisé. Elle avait caché et masqué la profonde crise structurelle et l'archaïsme des structures économiques installées depuis le début du siècle, avec plus d'envergure que dans la conjoncture de 1957. Ce qui était une crise de développement au début du siècle vient se manifester dans les années 57, justement après, disons, une illusion, on peut le dire, de développement, avec toutes leurs limitations et leurs défauts, mais à partir de 56-57, nous entrons dans une nouvelle étape de crise, et ce fut justement la solution dictatoriale. Au début du siècle, nous avions l'occupation, et maintenant, nous avons la solution dictatoriale. Et c'est justement là que rentre le phénomène Duvalier, qui est en fait la fin du modèle d'occupation. Le régime
instaura de nouvelles méthodes de domination politique et qui fut très, très violente. Et comme dit Trujillo, Ralph, le duvalierisme formalisa la crise. Et on peut dire que tous les instruments de la démocratie représentative volèrent en éclats et le régime avait sa propre logique et qui devait justement, le régime qui a produit de l'occupation et pour garder justement le système mis en place par l'occupation et dans sa logique détruisit tous les acquis justement de la période antérieure. Et à ce moment, il y a tout un arsenal doctrinal, obscurantiste, manipulateur, et ce régime prétendit être le porte-parole, le porte-drapeau des classes moyennes. Et en même temps, il cherche à agrandir sa base, parce que aucun régime ne peut seulement résister par la terreur. Donc, par conséquent, le duvalierisme incorpore les classes moyennes et à la fois aussi, il y a une fausse incorporation de la paysannerie et qu'il cherche justement à contrôler. Mais il est important que durant tout ce processus, avec justement les luttes héroïques, le régime duvalieriste reçut l'appui des pays étrangers, particulièrement des États-Unis, qui à ce moment étaient obnubilés par la révolution cubaine. Ainsi que de 1957 à 1968, le pays connaît un vrai collapsus économique. Et le pays entra dans la spirale de développement du sous-développement selon les études de George Bernard. Et cette régression survient, et c'est important, à un moment où l'on assiste à une grande avance civilisatrice mondiale. Le développement technologique permet l'arrivée du premier homme sur la Lune. La troisième révolution technologique coïncide avec l'extension des aspirations des peuples à une plus grande justice, à plus de démocratie. C'est l'époque de la révolution cubaine et de l'indépendance des pays de la Caraïbe et de l'Afrique. Et en 1971, la présidence à vie se convertit en héréditaire avec l'intronisation de Jean-Claude Duvalier. La modernisation des méthodes de répression, la réconciliation de la bourgeoisie noire et mulâtre et un vernis de technocratie dans la logique du pouvoir absolu marquent cette étape de continuité qui prétend réaliser une révolution économique. Ainsi, après plus de 15 ans de recul, l'économie manifesta un timide développement et l'ouverture, et il y a peut-être quelques instants on en parlait, au capitalisme sauvage attira les investissements du capital étranger qui s'orientèrent vers l'industrie d'assemblage et qui prit un grand essor. Et les investissements s'orientèrent aussi vers les mines qu'avait Haïti et aussi à ce moment, il y a un certain développement d'une industrie orientée vers le marché interne des aliments. Et malgré la diminution de la production du café, les repris sur le marché international de ce produit et aussi de l'huile essentielle et de la pite créent une nouvelle fois l'illusion d'un développement économique et masquant à ce moment la dégradation de l'agriculture traditionnelle, l'appauvrissement de la paysannerie, le développement des bidonvilles qui va devenir un facteur déterminant de l'après-duvalierisme et le nouveau phénomène des boat people. C'est le mirage de la modernisation dans le contexte du duvalierisme et de la dépendance croissante. Mais bientôt, les effets de la crise économique internationale, la chute des prix du café et l'augmentation des luttes populaires montrent la fragilité, justement, et de la stabilité du gouvernement et les limitations du projet duvalieriste. En définitive, nous pouvons dire que le duvalierisme a été la tentative d'asseoir et d'élargir les bases de l'État oligarchique et avec l'inclusion de certains secteurs moyens, la fausse incorporation de la paysannerie et la réconciliation entre les factions de la vieille et la nouvelle oligarchie noire et mulâtre.
avec un coût extraordinaire pour notre peuple et une violence inusitée. D'où les contradictions deviennent encore plus aiguës et en élargissant davantage les contradictions entre les plus riches et les plus pauvres et en renforçant la société à deux voies qui se développait depuis le 19e siècle. En fin de compte, fils de l'occupation nord-américaine, malgré la violence déployée, il se révéla incapable d'assurer la stabilité sociopolitique et la survivance du système post-occupation. L'effondrement du régime coïncidait naturellement à cette époque avec l'effondrement d'autres dictatures. Ainsi, la crise de la fin du 19e siècle, et c'est voir comment il y a une continuité dans ce sens pour expliquer la crise actuelle, alimentée par de vieux et nouveaux problèmes, exigeait avec force et urgence une solution afin de répondre à la recherche de tout un peuple en quête de développement et de démocratie. C'était encore une fois l'échec de l'élite haïtienne. C'était aussi son incapacité à promouvoir des idéaux démocratiques et les modèles de progrès et de développement propres à un État moderne. Mais aussi, il faut le dire, c'était aussi l'échec de la politique de ces puissants protecteurs internationaux qui, justement, avaient appuyé toute cette politique. Et la chute des Duvalier, en 1986, ouvre une nouvelle étape appelée transition interminable qui, avec l'occupation américaine, la dictature duvalierisme, couvre en définitive tout le XXe siècle haïtien et le début du 21e siècle. Donc, trois phénomènes. Ainsi, au cours de ce processus, ressurgissent donc, dans cette continuité, les contradictions. Et, il faut le dire, que la Constitution de 1987, malgré ses difficultés d'application, exprime en définitive le projet de société exprimé par une grande partie de la population. Les luttes revendicatives contre la tentative des militaires qui sont héritiers, justement, qui veulent reconstituer un duvalierisme sans Duvalier, alimentèrent de grandes mobilisations. Les militaires pouvaient réprimer, mais ils se révélaient incapables de dominer le mouvement démocratique et populaire. Dans un combat difficile, malgré des avances et reculs, se réalisèrent en décembre 1990 les élections, et qui fut une victoire pour toute la mouvance sociale. Et pour la première fois depuis l'occupation américaine, l'armée n'est plus la source du pouvoir et la classe politique traditionnelle est déplacée. La crise d'hégémonie semblait avoir trouvé une issue. Mais il ne s'agissait que d'une illusion qui prit fin rapidement avec le coup d'État militaire en 1991. Au cours de ces 7 mois, il n'y a pas eu de changement significatif, ni dans les structures, ni dans la vie des gens, mais au-delà de la réalité objective, il y avait la sensation d'une certaine accession à la citoyenneté, à la souveraineté, qui aurait pu se produire, se transformer en un puissant levier pour avancer dans la construction d'une nation enfin intégrée. Et c'est ainsi qu'en pleine époque de guerre, post-guerre froide, la résistance populaire se renforce et l'armée perd ses alliés traditionnels et les troupes américaines procèdent à la restitution du pouvoir au président constitutionnel. Ce moment charrie de nouvelles illusions et opportunités, mais aussi des ruptures, des dérives et des perversions. Le contenu populiste du discours présidentiel et l'absence de projet affectèrent la légitimité du régime, d'autant plus que le gouvernement reproduit les vieux schémas du passé avec des abus de pouvoir, avec la corruption, le clientélisme, l'autoritarisme qu'on croyait révolus. Et il accentua aussi les déformations économiques et sociales. La désinstitutionnalisation qui se produisait alors abolit tous les repères
tant dans la société que dans les espaces de pouvoir et contribua à une croissante désagrégation sociale. Hormis l'intermède du pouvoir militaire, comme je le signalais, et du gouvernement intérimaire de 2004 à 2006, le pouvoir Lavalas couvre toute la transition. Nous ne pouvons pas l'oublier. En effet, on voulait détruire le modèle duvalieriste, mais on n'arrive pas encore à en construire un nouveau. Le modèle hybride de la démocratie représentative, greffé sur le duvalierisme, n'arrive pas à fonctionner, empêtré dans ses propres contradictions et surtout contré par les avances de la conscience citoyenne au sein de la population et aussi par l'évolution du monde. Et c'est précisément à cause de son caractère historico-structurel et son degré de maturité qu'elle se nie à toute tentative de recomposition et ressurgit avec plus ou moins de force un État faible dans ses attributions de conduction et de construction nationale, mais un État autoritaire qui, s'adaptant aux nouvelles réalités nationales et internationales, enrichit de nouveaux instruments son mode de fonctionnement. Mérite d'être signalé durant ce moment un changement capital à partir de 1994, et c'est la dissolution de fait de l'armée, et considérée jusqu'à présent comme la colonne vertébrale du système post-occupation. Mais un fait est certain que le pays, que l'État n'arrive pas à se construire et le pays ne pourra pas arriver à un régime démocratique sans une prise en compte radicale de la question centrale des fondements de l'État. D'où la primauté de la question politique dans la conjoncture de la transition que nous vivons. Et il y a eu, et durant toute cette époque-là, disons, et l'économie, parce que je vois que le temps passe et je ne veux pas, donc rapidement, nous avons, l'économie n'a pas beaucoup avancé et il y a d'autres facteurs qui sont entrés. Jamais que durant la transition, le pays, au niveau économique, se soutient grâce à l'aide internationale bilatérale ou multilatérale, les transferts des émigrés, le trafic de la drogue et la contrebande et les spéculations de toutes sortes. Et il y a une réalité qui s'est imposée, c'est que le pays ne produit pas. Or, justement, il y a une population qui augmente et qui consomme. Et par conséquent, toute la faiblesse structurelle de l'appareil productif va se manifester dans des autres structures agraires, la déstructuration du monde rural et l'expulsion de la paysannerie vers les villes qui nourrit les bidonvilles, l'émigration, l'urbanisation sauvage, le décroissement du secteur industriel et la place exceptionnelle du secteur informel dans le panorama économique. Ainsi que la désintégration économique frappe de plein tous les secteurs, épargnant seulement les bénéficiaires et les protégés du régime. La bourgeoisie traditionnelle est déplacée, la classe moyenne laminée et les conditions de vie des secteurs populaires deviennent chaque jour plus infrahumaines. Cependant, comparativement aux époques antérieures, des mutations importantes se sont produites. Il faut le dire, le terrorisme d'État, durant cette époque, sauf de rares moments, a disparu. Bien que certains faits isolés obligent à ce qu'on soit alerte. Ensuite, la conquête de la liberté de la parole, qui est une grande conquête qui permet l'expression et justement des revendications collectives ou individuelles, des critiques, des agissements du pouvoir, et ce qui montre une population qui devient de plus en plus consciente et plus exigeante. Et il y a un autre fait que très souvent on néglige un peu. C'est le rôle de l'émigration durant cette période et, fait curieux,
des transitors qui permet justement que la radio arrive dans les coins les plus reculés. Et ces deux phénomènes jouent un peu le rôle d'intégration du territoire, ce que le pouvoir n'avait pas pu faire jusqu'à présent. Et durant la transition, de multiples acteurs jusque-là invisibles rentrent dans la scène. Les exclus de toujours, la paysannerie, les provinces qui furent reculées, qui furent refoulées depuis l'occupation américaine de 1915, ressurgirent sur un plan revendicatif. La population des nouveaux bidonvilles qui avaient été créés, qui ont surgi durant le duvalierisme, et les classes moyennes qui vont s'affronter avec les secteurs traditionnels. Ceux-ci n'arrivent pas encore, et même maintenant, à percevoir les mutations qui s'opèrent au sein de la société. Parce que les exclus réclament non seulement leur participation, et pour la première fois, ils prétendent leur inclusion, non seulement sociale, mais politique. Et ce n'est pas par hasard que les revendications principales qui traversent cette époque, dignifier l'homme et changer l'État, bien qu'utilisées de manière confuse, quelquefois maladroite, charrient un contenu clair, le respect de la dignité de l'homme, le droit à la citoyenneté pour tous, le fonctionnement d'un système politique avec des règles de jeu claires et une nouvelle institutionnalité qui permettent la réalisation d'un projet national et favorisent la participation réelle de toutes les couches sociales. Ainsi, dans ce contexte de la transition, les méthodes de contention, de cooptation de domination et même de répression et de violence du pouvoir traditionnel perdent de leurs efficacités, ainsi que la démagogie populiste. Face aux demandes de ces nouveaux acteurs, le régime politique s'affaiblit et se montre incapable de répondre aux exigences et d'assurer une bonne gouvernance, et donc de maintenir sa légitimité. En même temps, le mouvement social, dans des luttes rénovées, avec des avances notoires, mais des reculs tout aussi considérables, puissant son essence, mais faible au niveau organisationnel, sans ressources, sans le moteur de partis politiques suffisamment organisés et d'associations structurées de la société civile, n'arrive pas à résoudre le problème de la direction politique et économique. D'où la question de l'hégémonie posée à la fin du XIXe siècle et la polarisation exacerbée manifestée au cours de cette étape de transition, des contradictions et confrontations qui secouent notre société de carence. Et au milieu de tout ceci, nous avons le poids des facteurs externes dans les décisions nationales. Et le facteur international acquiert une dimension telle que son influence sur les prises de position politiques font disparaître très souvent la notion même de la souveraineté. Parce que, lorsque je le dis, il faut distinguer la collaboration dans un monde gouverné par une logique unipolaire et la réalité d'un pays dépendant à 60% de son budget national de l'aide externe. Il y a quelque chose d'anormal. Et là, si on parle de souveraineté, et le mot, il nous faut chercher un autre mot. Et ceci explique en grande partie cette surdétermination de l'intromission étrangère. D'autant plus que, à partir de 94 et surtout de 90 jusqu'à cette date, nous avons eu 10 interventions de troupes en Haïti. Et à partir de 2004, nous avons la présence de la MINUSTAH. Dans ces conditions, comme vous le comprenez, la question de l'indépendance devient très problématique. Et naturellement, je fais une différence entre la venue de la MINUSTAH en 2004 et les troupes étrangères et l'intervention telle qu'elle s'est faite en 1915. Il y a une différence. Et je ne les ai jamais confondues, mais il nous faut reconnaître que cette présence
même si elle a d'autres intentions, et non seulement conditionne notre présent, mais aussi en même temps oriente notre avenir à moyen terme et constitue un encadrement supranational dans ces conditions. Et c'est ainsi que, dans ce panorama, arrive le tremblement de terre, que je ne vais pas analyser ici, mais comme vous le savez, c'est considéré comme l'une des grandes catastrophes du monde, parce que si on tient compte de la superficie du territoire où s'est déroulé ce phénomène, ça devient incomparable, par exemple, avec les tsunamis, où vous avez des extensions très, très grandes, tandis que là, il y a eu une concentration. Et il y a eu un bilan lourd en pertes matérielles, humaines et psychologiques qui, je crois, ouvre une nouvelle étape dans l'histoire d'Haïti, que nous en soyons conscients ou non. Et durant ce tremblement de terre, ont été mises en exergue la grande capacité du peuple haïtien pour affronter l'adversité, sa solidarité qu'on croyait perdue, sa créativité et sa détermination dont beaucoup doutaient encore. La diaspora haïtienne debout répondit présente. La réponse multiforme des gouvernements, on en parlait encore ce midi, et la massive sympathie des peuples du monde ont été éprouvantes. Ce traumatisme constitue aujourd'hui le creuset où, dans une nouvelle dynamique, se manifestent les caractéristiques déjà signalées, en jetant une lumière crue et en amplifiant toutes les contradictions, les anciens et les nouveaux défis, mais aussi, et ça c'est important, les potentialités, les opportunités, les ressources et les leviers capables de guider vers la construction et la refondation indispensables. C'est pour ça que je me contenterai ici de signaler seulement quelques aspects qui peuvent se transformer actuellement à court terme en conflit. S'il est vrai que l'ampleur des dégâts exige plus qu'un coup de baguette ou le bon vouloir pour être résolu, il n'en est pas moins vrai que bientôt 9 mois après le séisme, s'imposait un ressaisissement du président et de l'exécutif. Mais le manque de vision, d'initiative propre, de convocatoire à une participation réelle, de sensibilité face aux souffrances de la population ont encore mis à nu leur incapacité et la désorganisation de cet État que nous avons pour adopter les mesures réclamées par les circonstances. En définitive, l'effondrement de l'État est souligné. La vie précaire de la population s'est aggravée, même lorsque l'aide d'urgence, malgré ses effets pervers, eh bien, les soulage, il faut le reconnaître. Et là, lorsque l'on vit... Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont été en Haïti, pour savoir ce que c'est que la vie sous les tentes, avec 30, 35 degrés, dans une promiscuité. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer la vue que ceci représente. Donc, par conséquent, il y a, disons, toute une vie très, très précaire et qui est soulagée, il faut le reconnaître, au niveau de santé, etc. Et pour tous les secteurs des couches les plus pauvres, à la bourgeoisie besogneuse, qu'on oublie très souvent lorsqu'on parle des effets de la... Parce qu'il y a une grande bourgeoisie qui est sortie, au contraire, et bénéficiaire de cela, mais il y a toute une partie de la bourgeoisie besogneuse qui a travaillé et qui, maintenant, s'est décapitalisée complètement. Les classes moyennes en Haïti, aujourd'hui, disparaissent. Ils ne peuvent plus vivre. Donc, et les camps des sinistrés constituent de véritables bombes à retardement. Et cette classe moyenne que je viens de citer est de plus en plus frustrée. Parce que, d'une part, elle n'a pas la stratégie des couches populaires pour survivre. Elle n'a pas non plus les moyens de cette bourgeoisie. Et par conséquent, elle se sent vraiment délaissée. Et je crois qu'il y a un potentiel de révolte insoupçonné qui est en train de
poussée et l'éclatement peut être difficile à prévoir à partir de cette classe moyenne. Et il y a 2 facteurs conjoncturels que je me contente de citer et qui vont justement avoir des effets à court terme. C'est la rentrée scolaire que nous aurons bientôt et qui est toujours un casse-tête pour les familles, et maintenant davantage. Et aussi, nous sommes dans la période cyclonique. Je dois vous avouer qu'il y a 8 jours, et jeudi dernier, il y a eu une grande, non pas tornade, un grand vent en Haïti. Ceci a provoqué des dégâts, comme vous ne vous imaginez pas, et surtout des dégâts psychologiques. Et je vous affirme que ceci, donc la population revit encore, et c'est une population qui est en alerte, et la période cyclonique peut déclencher à n'importe quel moment n'importe quelle situation incontrôlable. Et justement, en face de cette fragilité de l'appareil d'État, la démission du gouvernement, le rôle de l'international se trouve encore une fois accru à partir du tremblement de terre. Et elle est omniprésente, omnipuissante. Et en fait, malgré ce que je pourrais appeler, enfin, vous m'excusez de le dire ici, hein, il y a beaucoup de faux rituels, je dirais, parce qu'on le dit à chaque fois que c'est le gouvernement qui décide et que c'est la participation du gouvernement. Mais à le dire tellement, on se demande si justement il n'y a pas un faux semblant. Et en fait, comme nous le savons, et cette tutelle larvée montre peu à peu son visage, et le CIRH, on en parlait tout à l'heure, doit être considéré, et beaucoup l'ont dit, comme un laboratoire peut-être pour l'exploration de nouvelles voies de tutelle en ce début du XXIe siècle. Et la MINUSTAH dans tout cela, qui au début était accueillie avec plus ou moins de sympathie, malgré cette gifle, disons, que nous avons, dont nous portons la responsabilité, parce que nous ne pouvions pas contrôler nos affaires, eh bien, la MINUSTAH, avec le temps et avec les résultats obtenus, et aussi même avec l'introduction des pays de l'Amérique latine, eh bien, commence à se voir un peu et commence à soulever non seulement des interrogations, mais aussi certains rejets. Et à mesure que le temps passe et qu'il n'y a pas de changement dans la situation, je crois que ceci va augmenter. Et nous l'avons soulevé là, et c'est la reconstruction qui est un autre point de conflit. Il y a des visions différentes. Est-ce la reconstruction des édifices? Est-ce la reconstruction des routes? Ou est-ce la refondation du pays? Est-ce que le tremblement de terre nous offre l'occasion, justement, une nouvelle opportunité pour avancer? Ou allons-nous continuer comme avant? Or, on peut le répéter, aujourd'hui, même le statu quo est un recul. Donc, voir maintenant si le recul se donne. Donc, ce serait catastrophique. Et il y a un fait certain, la reconstruction ne pourra pas se faire sans la participation de la diaspora, sans la participation de la communauté internationale, sans la participation des Haïtiens, qui doivent prendre conscience, qui doivent pouvoir dire ce qu'ils veulent. Et dans ce sens-là, le gouvernement a une grande responsabilité d'appeler à la participation de tous des Haïtiens. Sinon, dans le meilleur des cas, la reconstruction ne se fera pas. Dans le pire des cas, elle ne se fera pas. Sinon, elle sera un saupoudrage et qui, on le craint beaucoup, pourra justement augmenter le fossé qui existe entre riches et pauvres. Et il y aura beaucoup de nouveaux milliardaires haïtiens et étrangers. Mais le pays ne se relèvera pas. Et c'est justement dans cette manque de perspective de la reconstruction que nous assistons dans une atmosphère de déstabilisation, même psychologique, à une grande émigration qui vide le pays, non seulement de ses cerveaux, de ses cadres et même de ses enfants. Et troisième point de conflit, en définitive,
c'est les élections. Suzy, j'aimerais pouvoir laisser un peu la parole à la salle aussi, et donc si on peut conclure dans les 2 minutes à venir. Je conclus. Je ne vais même pas prendre les 3 minutes. Je dis que ce sont les élections qui sont vraiment la forme de discorde aujourd'hui, et l'international et le pouvoir se mettent ensemble. L'international courant derrière l'ombre de la stabilisation, et je dirais le gouvernement courant derrière la proie de la continuité, qui dans les 2 cas, je crois que ce sont des illusions qui peut-être d'autres problèmes nous attendent. Et c'est dans ce sens-là, et je termine, avec le mot d'Anthony Phelps, qui dit de quelle couleur sera la saison nouvelle, de quelle couleur sera demain. Je dis qu'elle sera d'espoir, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'Haïtiens aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis d'Haïti, il y a des gouvernements, il y a beaucoup de jeunes, surtout il y a des femmes de partout d'ailleurs, qui veulent que nous arrivions à rompre ce cercle que nous avons vu, qui recommence. C'est comme si nous avions, depuis le 19e siècle, un perpétuel recommencement. Il nous faut une rupture pour pouvoir avancer. Et je crois qu'avec cette détermination d'abord des Haïtiens et cette vision, nous arriverons à résoudre les problèmes qui nous permettent la rupture pour construire Haïti. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment pour cette analyse importante, profonde, lancinante par moments. Nous avons 1 ou 2 interventions qui nous viennent du public, en fait, puisque le public aura suivi, dans certains cas, cette conférence à travers des moyens vidéo. La première question... le manque de confiance entre le gouvernement et la population, ainsi que le déficit de coopération entre la population haïtienne, constitue un frein à la solidification d'un État crédible sur lequel un véritable développement peut être initié. Quels sont, à votre sens, les moyens qui peuvent être mis en place pour conjurer le dicton fataliste créole Dépinan, Guinen, Neg, Pavi, Neg. Weneg. Écoutez, je pense qu'on va prendre celle-là et entre-temps, je vais demander à ceux qui aimeraient intervenir auprès de Madame Castor de se présenter au microphone. Il y en a un des 2 côtés de la salle et puis on va prendre 1 ou 2 questions à ce moment-là au même moment. Effectivement, ce manque de confiance existe, mais on peut rompre ce manque de confiance justement par une détermination d'initier le dialogue. Non pas un dialogue qui sera commandé, parce que ce dialogue-là, en plusieurs fois, nous l'avons vu, inclut la MINUSTAH a essayé dans les années 2005 d'initier un dialogue. Non, sinon qu'un dialogue où justement des débats pourront être réalisés et où la population pourra participer. Et je crois que d'ailleurs, c'est l'unique chemin. Parce que pour la participation, il faut qu'il y ait communication. Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait débat. Et je crois qu'aujourd'hui, et sans peut-être trop d'optimisme, je crois qu'il y a beaucoup de cercles qui commencent, et profitant de l'expérience que nous avons faite durant toute cette transition, de commencer à comprendre, de commencer à poser les problèmes et pour voir comment. Et je crois que depuis Guinée, nègre, pavio, nègre, eh bien, je crois que c'est le temps pour nous de regarder nos problèmes ensemble, nos problèmes de nation pour pouvoir construire ensemble. Merci beaucoup, Suzy. Est-ce qu'il y a donc une intervention de la salle, monsieur? Je vous vois vous présenter. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, afin que nous sachions à qui nous avons l'honneur de faire affaire? Je suis Jean-Marie Leroy. Je suis un enseignant à la retraite. Et
Je suis beaucoup l'évolution des choses en Haïti. Et quand j'ai entendu que Mme Castor allait venir, j'avais entendu parler de Mme Castor depuis un bon bout de temps. Je me suis dit qu'elle pourrait peut-être apporter un éclairage à ce que j'ai cru comprendre dans la situation haïtienne. J'ai dit ce que j'ai vu et que j'ai toujours détesté, c'est le rôle négatif de la République de Port-au-Prince dans le problème haïtien. Et le recul de la province, le mépris même de la province par les autorités de Port-au-Prince, les gouvernements locaux, les municipalités, les petites villes, les villages sont délaissés par ce pouvoir-là. À Port-au-Prince, c'est toujours le bouillon politique. Et on s'occupe d'autres choses, mais pas du développement. Ce que je voudrais demander à Mme Castor, comment voyez-vous, puisqu'on parle de décentralisation, comment voyez-vous cette décentralisation? Comment ça va se faire? Parce qu'on voit que... Écoutez, la question est claire. Peut-être qu'on peut se tourner vers Mme Castor. Merci pour cette question sur la décentralisation. Vous savez que la Constitution, c'est pourquoi que je dis la Constitution, constitue un acquis pour le peuple haïtien. Parce que la Constitution pose la question de la décentralisation. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de loi encore, 25 ans après, de loi qui puisse guider la décentralisation. Et par conséquent, il y a, et c'est là, un manque de volonté politique pour la décentralisation. Mais par contre, il y a une situation nouvelle qui s'est produite. C'est-à-dire que les provinces maintenant, comme vous le posez là, les provinces revendiquent leurs droits. Alors qu'avant, depuis l'occupation américaine, il y avait une situation où justement il y avait un grand mépris vers les provinces et les campagnes. Et petit à petit, il y aura un chemin qui se fait de fait et aussi une exigence de ce que légalement des lois soient prises pour avancer dans la décentralisation. Mais je dis que sans la décentralisation, nous n'aurons pas un vrai développement dans le pays. Elle s'impose malgré les difficultés actuelles. Merci, monsieur. Derrière vous, monsieur, vous vouliez poser une question? Merci. Je suis Pierre Jacquesville. Je voudrais demander à Mme Castor comment voit-elle le plan de reconstruction élaboré par le gouvernement et le système des Nations Unies avec le comité de reconstruction, la CIRH, co-présidé par M. Clinton et le Premier ministre, sur base, comme vous avez dit, d'un système oligarchique qui perdure depuis 1804. Merci. Et vous savez que les projets, il y a beaucoup de projets du CIRH. Regardez bien, je parle de projets. Et il manque une vision. Et justement, et c'est là le grand drame en Haïti aujourd'hui. Et le CIRH, malgré, disons, la présence de M. Clinton, et malgré ce comité qui a été nommé, et comme vous devez le voir, ce comité, enfin, nous avons au niveau international de grands noms, mais au niveau d'Haïti, le comité a été un peu banalisé dans un certain sens. Parce qu'il y a très peu de noms, de capacités qui intègrent ce comité, d'une part. Et la deuxième chose,
comme je vous dis, c'est un comité où il y a des projets, où il n'y a pas une vision. Et la troisième chose, c'est que ce comité a un poids très, très fort, ce qu'on comprend. Monsieur Clinton n'est pas haïtien et il apporte tout son poids dans ce comité. Il ne faut pas oublier aussi que M. Clinton, c'est le mari de Mme Hillary Clinton. Donc, par contre, ce sont des poids très, très lourds qui sont dans ce comité. Et dans quelle mesure connaissent-ils bien la situation haïtienne? Vous voyez? Donc, tout ceci pose des questions. Des plans, nous en avons beaucoup. Et comme je vous dis, ce plan, c'est un plan surtout de projet. Mais d'autre part, il n'y a pas une participation réelle de la population. Et comme monsieur venait de le dire, il n'y a pas une considération réelle de la décentralisation. Parce que même lorsqu'on parle de reconstruction de Port-au-Prince, mais Port-au-Prince ne pourra pas se reconstruire sans une décentralisation. Parce qu'on ne fera que reproduire les mêmes problèmes. Donc, par conséquent, je reviens encore peut-être de façon lancinante, comme disait David Maloney, il faut une vision de développement pour pouvoir réaliser cette vision. Et c'est seulement l'État et le gouvernement qui a cette force d'entraînement pour pouvoir justement permettre l'avancement. Bien, merci beaucoup, Suzy. David Lee, qui est un Canadien qui a eu beaucoup... Merci. David Lee, qui travaille pour l'Organisation des États d'Amérique et qui travaille beaucoup pour Haïti. Très grand plaisir de vous voir ici et de vous écouter. Vers la fin de votre présentation magistrale, vous avez parlé des risques de conflit et j'étais très intéressé de vous écouter dire que les élections prochaines se situent dans ce contexte. Vous avez également parlé d'espoir, de l'espoir. Je me demande si vous pouvez nous parler un peu de ce qu'il faut pour que les élections soient des éléments d'espoir. Cette fois, pour changer la donne et aider Haïti à aller de l'avant. Merci. Merci, David. Je vais demander à deux autres intervenants d'intervenir maintenant. Et Madame Castor vous reviendra tous les trois. Madame d'abord. Et ensuite, Monsieur. Merci. Je m'appelle Violette Manoukian et je suis spécialiste en développement participatif. Et j'ai été en Haïti au moment qu'ils étaient en train de préparer la stratégie pour la réduction de la pauvreté pour présenter à la Banque mondiale. J'étais là comme spécialiste en participation. Et je venais de la République démocratique du Congo, où je travaillais en faisant une analyse participative de la pauvreté avec la participation de plus de 35 000 pauvres. J'étais tous les outils avec moi, en français, les manuels de terrain, comment on le fait avec les gens illittérates. Et j'ai offert tout ça au gouvernement d'Haïti, l'unité qui était en train de préparer ces documents. Ils ont souri, ils ont bien accueilli ça, mais je ne crois pas qu'ils ont fait rien. Je peux sentir ça, qu'il n'y a pas la passion nécessaire et aussi l'argent. À la République démocratique du Congo, le Royaume-Uni avait donné 1 million de livres sterling pour faire cet exercice. Il n'y avait aucun payeur du fonds qui a donné ça à Haïti. La banque peut-être pouvait donner ça, mais ils n'ont pas demandé. Et ils n'ont pas demandé mon retour, parce que je lui avais proposé de faire le suivi et
évaluation participative de la stratégie avec la population après que la stratégie s'est approuvée. Et ils n'ont pas demandé mon retour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, madame, si les gens qui sont au pouvoir, ils n'ont pas cette vision, cette inclination pour le développement participatif? Merci beaucoup. Monsieur? Assez brièvement, si vous pouvez, parce qu'on touche à la fin de notre séance. Et merci beaucoup. Mon nom, c'est Dieuver Michel. Je suis un professionnel haïtien vivant un peu à cheval entre Haïti et le Canada. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de Mme Castor. Et je dois la remercier pour nous permettre de faire cette longue traversée en si peu de temps. Mais dans sa présentation, malgré sa qualité, il y a un tout, à mon avis, qui n'est pas comblé. C'est le fait que aujourd'hui, en Haïti, il y a une montée de plus en plus prépondérante des ONG et c'est un acteur qu'on ne peut pas négliger dans la vie d'Haïti. J'aimerais avoir le point de vue de Mme Castor là-dessus. Merci. Et peut-être, vu que vous êtes debout, Madame, une toute dernière intervention très brève, s'il vous plaît. Allô? Oui. Madame Castor, merci pour cet exposé extrêmement brillant. Merci de nous avoir fait traverser ces 300 ans d'histoire d'Haïti. Je suis Marie-Édith Hilaire du Centre parlementaire canadien. Nous intervenons sur le terrain en Haïti au niveau du Parlement et des assemblées justement participatives. J'ai une question. Les facteurs que vous dites qui peuvent nous permettre de sortir de cette crise et de cette transition devraient provoquer une crise ou une rupture, c'est ce que j'ai bien compris. Cette rupture, elle a déjà été faite. C'est une rupture externe qui vient du tremblement de terre. Et où ces facteurs-là se sont réunis pour pouvoir canaliser les forces vives d'Haïti? Est-ce que vous avez des facteurs qui peuvent nous permettre de sortir de cette crise? Un des facteurs, ce serait peut-être les assemblées nationales, mais... Madame, merci beaucoup. D'accord. Madame Castor, Suzy, à vous. Avant tout, je veux saluer M. Lee, que je revois avec tellement de plaisir dans cette salle. Hein. Et en vous écoutant, justement, les interventions, je me rends compte de combien de gens ici, Canadiens, ou de la diaspora résidant en Haïti, ou des gens qui sont à cheval, qui n'avaient pas travaillé à un moment ou à un autre, qui n'avaient pas pensé, qui n'avaient pas de proposition à faire, et qui, à un certain moment, comme nous tous, vous avez eu vos illusions. Et justement, comme Madame disait, eh bien, qui sont restés lettres mortes. Justement, pour cette question primordiale que je disais, de qu'il n'y a pas une volonté politique dans ce sens-là. Moi, je le regrette, mais je reviens, parce que la question en Haïti, nous pourrons avoir des solutions, des espaces. Il nous faut cultiver nos espaces, c'est vrai, mais en fait, le grand train de développement, eh bien, il nous faut justement cette solution. Donc, je reviens. Pour les élections, les élections vont se réaliser, enfin, comme nous le disions, parce qu'il y a une grande coalition, on pourrait dire, gouvernement et communauté internationale. Et dans ce sens-là, il y a, disons, toutes les difficultés techniques qui sont les moindres seront surmontées, ou même pas surmontées. Pas surmontées, parce que c'est très, très difficile, certains aspects techniques, et de les surmonter. Mais, comme a dit M. Muller, même si les élections sont mauvaises, eh bien, les élections se réaliseront. Bon. Donc, ceci pour vous dire un peu les perspectives qu'il y a aujourd'hui. Ce qu'il fallait faire dès le départ,
dès le départ, il y avait, au niveau de la population générale, une méfiance et un rejet du CEP. Eh bien, le gouvernement a refusé de faire même le minimum de déplacement au niveau de ce CEP. Donc, ce qui a cambré une grande partie de la population, et avec raison, je crois, lorsqu'on demandait le déplacement du CEP, c'était le minimum à faire. D'autant plus qu'il faut dire qu'il y a toute une histoire de ces élections, des élections qui n'avaient pas été réalisées. C'est-à-dire que le pouvoir était dans une situation où les élections qui allaient se réaliser avant le tremblement de terre qui ne s'était pas réalisé, le pouvoir était mal pris en soi. Et le tremblement de terre, quelqu'un l'a dit ici, effectivement, c'est Marie-Edith Hilaire, eh bien, c'était l'occasion justement de considérer autre chose, d'avoir une autre vision inclue, de ce que ces élections pourraient constituer un point de départ. Mais au lieu de cela, et non seulement on n'a pas fait cas au public, mais il y a eu ce que moi j'appelle toujours ces faux semblants. C'est-à-dire qu'il y a au départ des positions de ce CEP qui ont été très malicieuses. C'est le moindre qu'on puisse dire. Je vous donne un simple exemple. Il y avait des élections parlementaires pour députés et sénateurs et projetées en novembre. Mais le tremblement de terre est passé. Les élections n'ont pas eu lieu. Et ces élections... ils étaient inscrits depuis novembre. Les gens sont morts. Les gens se sont déplacés. Il y a eu, disons, tout un nouveau disons, remue-ménage dans la société. Et le CEP, dans un faux semblant démocratique, pour pouvoir dire tous les partis ont participé, eh bien, il dit je ne fais plus d'inscription pour les députés et pour les sénateurs. Les inscriptions qui avaient été faites en novembre, je les considère. Et des partis qui se retirent trouvent leur nom maintenant. Ils ne peuvent plus se retirer parce que les candidats sont inscrits sur leur nom. Ça, moi, j'appelle ça un grand mépris de la population. Mais il faut dire que l'international l'accepte. Et c'est là que justement il y a tout un jeu parce que et c'est ce que j'appelais la proie et l'ombre, parce que le jeu qu'il faut que les élections se réalisent, et tous nous sommes d'accord, il faut que les élections se réalisent, mais il faut qu'il y ait de bonnes élections. Mais au nom de la stabilité, on accepte tout, même de mauvaises élections. Comme vous comprenez, ceci pose bien des questions. Mais la réalité sera que ces élections vont assurer la continuité, et cette continuité avec les problèmes que ceci présente, et aussi avec tous les aléas de conséquences que ceci peut avoir. Donc, lorsque, M. Ly, vous posez la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant, je crois qu'il y a très peu de choses à faire maintenant. Parce que c'est comme un train qui est lancé, et je vois que difficilement ce train peut être stoppé. D'autant plus que, vous savez, les périodes d'élection, et surtout dans un pays comme le nôtre, il y a beaucoup d'intérêts qui se mettent en œuvre, et beaucoup d'espoir. Lorsque je dis d'espoir, de triomphe, mais une fois les élections passées, que la réalité va se poser durement, eh bien, à ce moment, commencent les problèmes. Donc, d'une part. D'autre part, madame qui parlait justement du développement, et comme je vous dis, je vous remercie encore une fois d'avoir fait, disons, cette action en Haïti, ce travail, mais, comme je vous le dis, c'est encore le mépris qui est manifesté. C'est pas par hasard qu'après tellement de temps, moi je crois que s'il y a un pays où il y a des plans qui sont extraordinaires, et qui conviennent peut-être à Haïti, d'autres qui sont très très mauvais, il n'y a pas de doute. Mais si on appliquait le quart de la moitié de ces plans, le pays serait déjà sur les rails.
mais il y a un mépris du pouvoir. Il y a, on parle toujours, moi je dis qu'on parle toujours que le pays n'a pas d'argent. Moi je dis, c'est vrai. Mais nous avons des ressources, nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources culturelles, nous avons des ressources de dynamisme de la population. Nous avons une population qui serait prête justement à marcher. Eh bien, c'est justement ce mépris qui fait que le pouvoir, d'une façon générale, ne profite pas de la participation et ne la cherche pas, sinon que préfère toujours se tourner vers l'étranger, toujours demander de l'argent et encore de l'argent dont on ne voit pas les résultats. Et là encore, c'est une réalité lancinante et un cercle vicieux. Et ensuite, la question des ONG. Effectivement, c'est une très grande question aujourd'hui. Et moi, je dis que pour les ONG, c'est comme l'auberge espagnole, ou bien c'est comme la langue. On trouve de très bonnes choses, mais on trouve les pires choses. C'est-à-dire qu'il y a des ONG et des ONG. Et d'une façon générale, lorsque nous parlons d'ONG, on parle de façon très... On met tous les ONG dans le même panier. Or, ce n'est pas vrai. Il y a des ONG qui représentent, disons, des structures qui sont beaucoup plus puissantes que l'État et qui, justement, ont des moyens beaucoup plus grands que des ministères. Et très souvent, il faut le dire, qui sont, je dirais même, des ministères parallèles, qui ne contribuent pas à l'institutionnalisation du pays. Or, l'institutionnalisation, c'est un des points essentiels aujourd'hui dans le pays pour pouvoir avancer. Donc, c'est une catégorie d'ONG. Il y a des ONG qui viennent sur le terrain, qui représentent aussi très souvent des gouvernements ou qui travaillent avec des gouvernements. Par exemple, au Canada, il y a beaucoup d'ONG qui représentent le Canada, en fait, et en France, et qui peuvent, suivant, disons, leur orientation, avoir un apport ou non. Et qui sont quelquefois puissantes, et quelquefois aussi, ce sont des ONG moyennes, mais qui ne rencontrent pas, disons, les structures d'État qui pourraient les canaliser, renforcer le travail qu'ils font et les orienter dans le cadre d'un flux qui pourrait se faire. Et comme je le disais, nous en parlions, à partir du tremblement de terre, il y a vraiment ONG et ONG, ONG et ONG qui débarquent. Et ces ONG, et c'est là qu'on trouve un peu de tout. Il y en a qui connaissent Haïti, il y en a qui ne connaissent pas. À part, disons, les ONG au niveau humanitaire qui viennent et qui ne restent pas, il y en a d'autres qui viennent, mais qui ne constituent pas très souvent, et malgré peut-être une bonne volonté, qui n'ont pas, qui ne rencontrent pas l'orientation nécessaire pour avoir une intervention plus structurante. Donc, là encore, il peut y avoir des petits projets, il peut y avoir même des résultats, ou pas résultats du tout, mais le fait, c'est que ces ONG rentrent un petit peu comme dans une savane, et ce n'est pas de leur faute, parce que vraiment, il n'y a pas de pouvoir central, et très souvent, les provinces, les maires aussi, n'arrivent pas à remplir leurs fonctions. Et enfin, pour les assemblées participatives, et pour le moment, et les gens sont dans les élections, les candidats, pas les gens, les candidats sont dans les élections. Et c'est pour ça que je dis très souvent, on n'arrive pas à comprendre, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que le tremblement de terre que vous avez dit qu'il y a une rupture et qu'il l'est en réalité, n'arrive pas à comprendre cette rupture. C'est pour ça que je crois que le réveil après les élections sera brutal. Suzy, merci beaucoup. Vous avez vu que vos propos ont passionné tout le monde dans la salle et même à l'extérieur de la salle, puisqu'il y a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu. Merci infiniment de nous avoir rejoints à Ottawa aujourd'hui. Encore une fois, merci. Merci à vous tous.